Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire un nouveau bilan de la saison 2023. Et aujourd'hui, on va parler du côté de cette saison 2023 des tops et flops des équipes. Les équipes qui ont performé, les équipes qui ont été en difficulté. On va revenir sur tout ça dans cette vidéo. On va s'intéresser en priorité aux équipes du World Tour. On parlera un peu de 2-3 équipes pro team, mais c'est majoritairement du World Tour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0 sur la plateforme de podcast, TikTok, le débrief des compétitions directes, notamment des compétitions de biathlon. Juste pour vous dire que dans les prochaines vidéos, il en reste quelques-unes encore, il va y avoir le top 15 cyclisme féminin, le top 10 du cyclisme féminin mais chez les Bleus, et puis il y aura un top 10 des retraités de la saison. Donc ça c'est les 3 derniers top 10 du côté du cyclisme. Je pense qu'il y aura un top 10 MotoGP, un top 10 Formule 1, peut-être un top 10 également sur la dernière Coupe du Monde de rugby. Alors les top 10 cyclistes vont arriver avant janvier. Les autres, ça sera peut-être début janvier. Et puis à partir du 1er janvier, on fera comme l'année dernière, on aura la présentation de toutes les équipes du World Tour, comme on avait fait l'année dernière. Voilà, World Tour, Pro Team également. On verra si on fera les équipes cyclisme féminin, parce que après ça veut dire que ça s'étend loin dans la saison, en sachant que j'aimerais bien faire le Dakar, qu'il y a le biathlon, et qu'il y a la course du Tour du Monde à la voile en multicoque. Donc, ce qui fait que ça va pas être évident. Le soleil a décidé de se réveiller, c'est bien parce que j'avais pas décidé de fermer le volet. Donc, je m'excuse, mais le soleil a décidé de se réveiller. Il est 10h24 quand j'enregistre, c'est un petit peu tôt. Bon, on commence tout de suite par le top et flop des équipes qui ont eu du mal ou qui s'en sont bien sortis. Et on commence tout de suite avec les flops de la saison 2023. Et avant de commencer avec les flops, on commence par les mentions déshonorables. 3 équipes qui ont été moyennasse sur l'année. C'est mieux que les flops, mais c'est quand même pas incroyable. La première équipe, c'est AG2R, Citroën Team. Et oui. Alors certes, pourquoi je mets en mention déshonorable? Vous allez me dire, oh c'est sévère, parce que sur les grands tours, ils ont réussi à performer. Ça, je suis d'accord, sur les grands tours. Sur les courses d'une semaine, ça a plutôt bien marché. Félix Gall sur le Tour de France. On peut noter également Ben O'Connor sur le Dauphiné, qui fait une 3e place. On peut noter également Paris Pinte qui fait 15e. Bon, il y a juste sur la Vuelta où ça a été plus dur. Ils ont traversé la Vuelta un petit peu difficilement. On peut se dire également que sur les semi-classiques italiennes, pas mal aussi, parce que tu as la victoire sur le Giro del Veneto avec Dorian Godon, et puis le Trofeo Legueglia avec Nance Peters. Tu rajoutes à ça la flèche Brabanson de Dorian Godon. Sauf que au départ, cette équipe, elle devait être performante également sur les classiques flandriennes. Et là, sur les classiques flandriennes, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Les 3 ans avec Citroën, ça a été un échec de ce point de vue-là. Quand Citroën arrive en 2021, l'idée est de performer sur les classiques flandriennes. C'était ça l'objectif, c'est pour ça qu'on recrute notamment Greg Van Avermaet autour d'une équipe où il y avait déjà Oliver Nezen. Et on recrute du Michael Scher, et voilà, on recrute du monde pour être performant sur ces classiques. Sauf que 3 ans après, tu t'aperçois que les meilleurs résultats, ce sont des 3e places, et que sur cette année 2023, sur les classiques, ils ont traversé les classiques vraiment de manière... un peu l'homme invisible, quoi. Il n'y a pas eu grand-chose sur les classiques flandriennes, ça n'a pas été suffisant, tout simplement. On attendait à mieux sur ces courses-là. Et là, c'est vraiment une course, des courses où ils sont passés à côté chez AG2R. Il n'y a pas... il n'y a pas eu de suffisamment de bons résultats. C'est vrai que
quand on regarde le début de saison, bah, c'est pas assez. C'est pas assez. Il y a un moment, on s'attendait à mieux, quoi, sur ces courses-là. On s'attendait à mieux. Euh, Enfin, moi, je regarde un petit peu le Ronde van Vlaanderen, c'est une 16e place. Par exemple, à travers la Flandre, c'est 13e. Gand, c'est 18. E3, c'est 18, le meilleur résultat de l'équipe. C'est pas suffisant quand une équipe comme celle-là a pour objectif, pour ambition de performer sur ces courses-là. Mais, bon, je répète ce que j'avais dit il y a 3 ans, lors de la présentation de l'équipe. C'était la première année où on faisait les présentations d'équipe. Et j'avais dit, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que cette équipe-là a déjà eu des bonnes équipes sur les pavés. Au début des années, vers 2014-2015, ils avaient notamment Sébastien Minard. Ils avaient Turgot aussi qu'ils avaient recruté d'Eurocar. Et ils n'avaient pas obtenu de résultats notables, alors qu'ils avaient des bons coureurs français. Ils avaient peut-être l'équipe de classique du côté des Français. Il leur manquait que Adrien Petit. Et quasiment, ils avaient le top gratin des coureurs français de cette époque-là. Sur les classiques, hein, bien entendu. Avec Juan Ofredo. Il leur en manquait 2. Mais ils n'avaient jamais eu la culture des classiques flandriennes. Et moi, j'avais dit, bon, c'est bien de recruter des coureurs. Après, en plus, ils recrutaient... Bon, Van Avermaet était déjà âgé. Ils recrutaient quand même des coureurs qui étaient plus proches de la fin de carrière que du début de carrière. Et surtout, je disais, quand tu n'as pas la culture de ces courses-là, c'est très compliqué. C'est ce qui fait la force des équipes belges, parce que la Quick-Step, par exemple, la Jumbo, parce que la Jumbo, je rappelle, la base, c'est la Rabobank. La Rabobank avait la culture de ces épreuves-là. Hein. Je rappelle Juan Antonio Flecha, quand même, il faut le rappeler. Et que cette formation-là n'avait pas la culture des courses belges. J'avais dit, en plus, quand dans le staff, il n'y avait pas eu de recrues foncièrement, voilà, d'anciennes gloires, d'équipes comme Quick-Step, d'équipes comme BMC, tu vois, d'un mec qui aurait pu t'amener cette culture-là. On avait gardé les solutions en interne. J'avais dit, ça risque d'être compliqué parce que autant AG2R a toujours eu une culture des courses d'une semaine et des grands tours, depuis des années, ça a toujours été la force de cette équipe. Depuis 2005, 2004-2005, ils ont toujours été performants sur les grands tours. Autant, sur les classiques, c'était pas leur point fort. J'avais dit, si t'as pas la culture en interne dans l'équipe, ça risque d'être difficile. Et on a vu, c'est ce qui a fait la différence. T'avais pas la culture de ça. Alors même si tu avais une bonne marque de vélo avec BMC, même si tu avais plein de choses intéressantes, ça n'a pas suffi. Parce qu'il manquait la culture, il manquait la logistique sur ces épreuves-là aussi, l'habitude de la logistique de ces épreuves-là, qui est une logistique particulière. Et c'est pour ça que je dis c'est une mention déshonorable, parce que autant sur les grands tours, ils ont été performants sans qu'on les attende plus que ça sur les 2 dernières années. Ce qu'il faut bien dire que l'année dernière, en 2022, on ne les attendait pas avec Ben O'Connor, on ne l'attendait pas plus que ça, Ben O'Connor, et que cette année, on n'attendait pas plus que ça Félix Gall. Donc là, on voit que ça a bien marché. Par contre, sur les classiques, ça a été vraiment un vrai problème. Donc c'est là où pour moi, je les mets en mention déshonorable. Ce qui fait qu'en termes de points UCI, ils sont 18e au classement, parce qu'ils n'ont pas gagné tant que ça non plus. Parce que là aussi on parlait de culture, mais la culture du sprint, pardon, Rototo, je m'excuse, dirait Villebrequin quand je fais ça, sauf que eux s'excusent pas. Du côté de la culture du sprint, ils n'avaient pas ça non plus, ils n'avaient pas la culture du sprint. Comment dire, pourtant cette année ils avaient Venturini, Marc Sarro, bon c'est des mecs qui ont quand même une pointe de vitesse intéressante mais qui n'ont jamais eu un train. Sur la Vuelta ça a été une catastrophe, hein. Ils ont tenté sur des courses avec Venturini, oui mais si tu lui mets pas un train, derrière c'est compliqué. Donc voilà, là ils repartent sur un projet montagne principalement, même s'il y aura Sam Bennett du côté des sprints, mais l'objectif principal est quand même la montagne. Avec pourquoi pas tenter sur les Ardennaises,
ou sur des courses mi-ardennaises, mi-flandriennes comme l'Amstel avec Dorian Godon, sur des courses où Dorian vraiment a passé un cap l'année dernière, ça a été très intéressant en 2023, enfin l'année dernière en 2023, plutôt il a passé un très bon cap. Cosnefroy a été beaucoup plus en retrait par contre, donc c'est là où il devra revenir à son meilleur niveau. Je trouve que Benoît n'a pas fait une grande saison 2023. Et puis repartir sur les grands tours, parce que c'est là où ils savent le mieux rouler, avec des moyens en plus l'année prochaine. Mais ça, on y reviendra sur la présentation d'équipe, avec l'arrivée de Decathlon, un budget à 26 millions d'euros, qui est un budget intéressant, mais il faut rappeler que contrairement à d'autres nations, en France, il faut prendre en compte les charges sociales, ce qui fait que tu perds un petit peu de tes 26 millions d'euros par rapport, si tu compares au budget du AE. L'UAE n'a pas de charges sociales, très peu, contrairement aux charges sociales en France ou dans d'autres nations européennes. Donc voilà, il faut le prendre en compte également quand on parle de budget. C'est le budget de départ amené par les sponsors. On passe tout de suite à la deuxième mention déshonorable, c'est la DSM. Là, du côté de la DSM, je ne m'attendais pas à grand chose, déjà en début de saison. Donc, je ne suis pas extrêmement déçu non plus. Mon problème du côté de la DSM, c'est déjà cette incapacité à garder les jeunes coureurs. Donc là, on l'a appris, le départ de Milesi. Vous avez le départ de Meyerhofer, vous avez le départ de Dainese. C'est-à-dire que dès qu'ils ont des jeunes pépites, ils n'arrivent pas à les conserver. Leknessoun, c'est pareil. Qui est la bonne satisfaction de cette année, Leknessoun, parce que Leknessoun est très bon sur le dernier Tour d'Italie. Il prend une belle 8e place, donc ça c'était très bien du côté de Andreas Leknessoun. Même s'il y a eu des abandons sur ce Giro, finir 8e, c'était un très très bon résultat pour lui. Grosso modo, les mecs qui t'ont apporté le plus de points cette année, il y a Meyerhofer qui a gagné la Cadel Evans, donc lui est pas. Leknessoun part. Welsford part également. Dainese part. Donc il te reste Romain Bardet et Only Max Poul que tu as réussi à conserver. C'est dommage quand même du côté de sa structure de ne pas réussir à conserver ces jeunes coureurs, parce qu'on se souvient de Mark Hirschi, on se souvient de Van Wilder également qui sont partis, parfois avec fracas. Mais on peut se souvenir auparavant du départ de Kittel, du départ de Degenkolb, aussi dans d'autres formations à l'époque. Même Clément Lotellerie, on pourrait presque dire, quand ça s'appelait Skill Shimano, qui était parti vers Vacances Soleil. C'est une équipe qui n'arrive pas à conserver ces jeunes pépites. Et depuis, quasiment toujours, ils ont toujours eu des très bons jeunes coureurs, ils n'arrivent pas à les conserver. À part, j'ai envie de dire, Tom Dumoulin, qui est presque la seule exception, Tom Dumoulin. Mais c'est vrai que quand tu regardes les générations qui sont passées, si on regarde, par exemple, Giant Alpecin en 2015, pour voir un petit peu les coureurs qu'il y avait chez Giant Alpecin. Warren Barguil, ils ne l'ont pas conservé. Il est parti chez Arkea quand même, entre-temps. Degenkolb donc était parti, pas loin après. Geschke, qui est pourtant resté longtemps, mais est quand même parti au bout d'un moment. Walscheid, il n'est pas resté. Je regardais. C'est quand même une équipe qui a beaucoup de mal à garder ses jeunes pépites. Tobias Lundgren n'est pas resté non plus. Par exemple, et si on revient d'avant, même en 2018, tu regardes que des coureurs qui restent longtemps dans cette formation, on n'a quasiment pas. Phil Boaos, tiens, aussi, il est passé dans cette formation. Jane Lay est parti, également. Craig Anderson est parti. Kemna est parti. Bon, Matthews, il est parti bien plus tard, puis il n'avait pas été formé dans cette équipe. Storer, aussi, est parti. C'est quand même triste d'avoir cette incapacité-là à garder ses meilleures pépites. C'est vraiment une équipe qui n'arrive pas à garder ses jeunes coureurs. Au bout d'un moment, Chesbol, tiens, aussi est passé dans cette formation. Au bout d'un moment, ça fait des dégâts. C'est-à-dire, quand tu regardes en 2023 la Sunweb, déjà, ils ont une équipe très inexpérimentée. C'est l'une des équipes les plus jeunes. Donc là, c'est vrai que c'est compliqué parce que ça manque un peu de cadre dans cette formation. Et puis surtout, quand tu as autant de turnover au fur et à mesure des saisons, c'est difficile de créer une cohésion d'équipe quand même. Alors,
Malgré ça, ils arrivent à remporter le seul contre-la-montre par équipe de la saison sur les grands tours. Ça, c'est vrai que... Mais bon, je rappelle, dans des circonstances particulières, du côté de ce départ, à Barcelone, où, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais voilà, les conditions nocturnes du départ. Mais quand on regarde après derrière, bah ouais, ça fait... Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ils ont pas... Sur le Tour de France, ils traversent le Tour de France de manière catastrophique. Bon, après derrière, bah, tes meilleurs résultats, tes victoires, c'est Dainese, Merhofer, Welsford. Voilà. Et Pavel Bittner, championnat de République tchèque. Mais grosso modo, c'est que des mecs, et Nils Sekov. Mais c'est que des mecs qui se barrent. C'est-à-dire qu'il y a tellement de turnover dans cette équipe que c'est un petit peu tristoun, quoi. Et ce qui fait que bah, tu peux pas avoir des résultats sur la longueur. Alors on voit quand même qu'il va y avoir un changement de stratégie. Le recrutement de Jacobson, l'arrivée d'un co-sponsor, ça va peut-être aider également à avoir plus de moyens pour pouvoir conserver ses meilleurs coureurs. Mais c'est vrai que sinon c'est un petit peu tristoun ce qui s'est passé dans cette formation. Donc, c'est vrai qu'on aurait aimé une équipe un peu plus solide parce que là c'est un petit peu difficile. Bon, on passe tout de suite à la troisième équipe, mais je vais fermer le volet parce que sinon je vais perdre un œil. On passe à la dernière équipe qui est une équipe Pro Team. J'ai envie de dire que c'est un petit peu récurrent. Je n'aime pas cette équipe d'année en année. Ce manque d'amour se poursuit avec l'équipe Novo Nordisk. Bon, voilà, cette année, aucune victoire pour Novo Nordisk. En fait, il y a une victoire, c'est le Ouzbek, Ulugbek Saidov qui a remporté une course, mais il n'y avait pas le maillot de Novo Nordisk. Ça ne s'améliore pas d'année en année, Novo Nordisk. Alors oui, on va me dire, il y a une belle idée derrière, encore une fois, c'est de montrer que les diabétiques peuvent pratiquer du sport de haut niveau, sauf qu'en vérité, bah, ça c'est l'idée de départ de l'équipe, c'est en théorie, mais en réalité, qu'est-ce que ça montre aux yeux du grand public? Bah que tu peux pas avoir des résultats par contre en étant fortement diabétique. Ce que ça montre dans la réalité, parce que cette équipe-là, il y a une belle idée de départ, mais en termes de résultats, c'est le néant. Cette équipe n'a rien à faire, encore une fois, en Pro Team. Je le dis chaque année, les résultats ne sont pas là, et il y a un moment, ça fait depuis des années que cette équipe est en Pro Team, avec une victoire dans l'année au mieux. Je crois que leur meilleure année, c'était 2012, truc 2013, vous avez gagné beaucoup, mais à l'époque, ils avaient, je crois, pas que des diabétiques dans l'équipe. Il y avait eu une idée de ne pas mettre que des diabétiques. Depuis, ils ont que des diabétiques. Bon, bah, en plus, tu as des coureurs qui ont un âge canonique. Je pense à Peter Custor ou David Lozano qui ont 38 et 34 ans. T'as Charles Planète, mais bon, j'ai rien contre Charles Planète, mais en termes de résultats, c'est même des mecs qui ont du mal à rester dans les échappées, parfois. C'est souvent les premiers éliminés dans les échappées, et pas forcément que dans des grandes courses, hein. C'est trop faible en termes de résultats. Là, les meilleurs résultats de l'année, hein. Donc 13e place sur le Tour du Henan pour David Lozano. On ne peut pas dire que c'était la course c'était une course Pro Series où il y avait le plus de densité. 12e place sur le Chal des Prages pour Mathias Kopecky. Kopecky, oui. 15e de la Sparkassen Musterland Giro pour Kopecky également. Et 2e du GP Crunch pour Filippo Ridolfo. Wally. C'est quand même hyper faiblard. Le maximum de points UCI qu'ils ont marqué sur une course, c'est 28 en termes de résultats. Donc c'est pour montrer quand même le niveau. C'est trop faible. Moi, je suis désolé, mais il y a un moment, je veux bien qu'on dise, bon, il y a un beau projet derrière, mais il faut des résultats. Là, il n'y a pas de résultats. Il y a un moment, il n'y a pas de résultats. Je pense que le cyclisme professionnel, le sport professionnel, c'est pas non plus l'armée du salut, quoi. Il y a un moment. C'est-à-dire que oui, il y a des projets, mais il y a un moment, il faut du sportif. Là, il n'y a pas de sportif. En sportif, il n'y a rien en termes de résultats. Alors, je ne sais pas si c'est parce que il n'y a pas suffisamment de structure autour de cette équipe, mais bon, faut quand même bien le dire, c'est beaucoup trop faible. Et puis, au final, l'un des projets également de cette équipe, c'était de permettre de mettre le pied à l'étrier de certains coureurs pour qu'ils aillent dans des plus grosses formations. Ensuite, dans des formations, on va dire, classiques de Pro Series, de World Tour,
Au final, il n'y en a aucun qui a réussi à faire ça. Donc pour moi, c'est un échec, voilà, cette formation. C'est un échec, mais en même temps, c'est un échec depuis de nombreuses années. Donc j'allais dire, c'est récurrent. C'est pour ça que c'est pas un flop, parce que pour moi, c'est pas le flop de l'année, parce qu'on va dire que c'est tellement récurrent depuis de nombreuses années du côté de cette équipe que on commence à être un petit peu habitué par ça. On passe tout de suite au flop de l'année 2023. Et bon, on passe au flop, tout de suite. Les flops de l'année 2023 du côté des équipes, il y en a plus d'une. On commence avec une équipe allemande, la Bora Hansgrohe. Que dire de la Bora Hansgrohe? C'est pas suffisant. C'est pas suffisant par rapport au budget. Alors oui, sur les grands tours, j'ai envie de dire qu'au niveau du classement général, bon, ils font, si je me rappelle bien, 7, 9 et 7 comme meilleur résultat. Bon, c'est moyen déjà. C'est pas catastrophique, mais c'est moyen. Parce que quand tu as Vlasov, quand tu as Uitebroeck, Kemna, Janeley, on pouvait s'attendre quand même à la potentialité de réussir un top 5. Sur le Tour de France, Janeley tombe avec beaucoup de monde au départ, il faut bien le dire. Et puis surtout, Janeley tombe en milieu de course, il prend quand même le maillot jaune. Donc on peut dire que sur le Tour de France, Janeley, lui, j'ai envie de dire qu'il a plutôt c'est plutôt correct. Vlasov sur la Vuelta, en plus avec cette bagarre avec Uitebroeck, le contrat de Uitebroeck, on ne sait plus où il va aller, Uitebroeck, mais bon, ça peut être vraiment une épine dans le pied l'année prochaine. Enfin, c'est une épine dans le pied déjà maintenant pour la formation Bora Hansgrohe, parce que soit il le garde contre son gré, mais bon, ça peut être compliqué, surtout que l'affaire a un petit peu changé par rapport à la vidéo que j'avais faite, parce qu'on apprend grosso modo, il y a presque des clans contre lui, contre Kian Uitebroeck, qui était déjà dans l'équipe. C'est presque le petit gamin qui était harcelé, Kian Uitebroeck. Donc ça peut vraiment devenir une grosse épine dans le pied, surtout que c'est quand même l'une des pépites belges. On parle d'un mec qui a gagné le Tour de l'Avenir, c'est-à-dire que la presse belge peut un peu te pourrir la gueule. Je pense que la Bora Hansgrohe, il va falloir faire attention peut-être sur certaines classiques belges, parce qu'il y a toujours des supporters qui peuvent être un peu stupides sur le bord des routes. Il faudra faire attention en termes de sécurité. Du côté donc de la bagarre Vlasov-Uitebroeck, bon, Uitebroeck pour moi a réussi sa première Vuelta parce que 8ème c'est un très bon résultat. Bon, Vlasov, c'est pas top. De toute façon, la saison de Vlasov est beaucoup moins bonne que sa saison 2022 en termes de résultats. Je termine avec Kemna qui finit 9ème du Giro. Kemna, ça reste une énigme. Le mec est très très bon, mais pas très constant. On a l'impression qu'il fuit un peu les responsabilités de temps en temps, Kemna, parce que c'est un mec excellent baroudeur. Quand il est en échappée, il claque quand même beaucoup de victoires. C'est un très bon grimpeur, Kemna. Sauf que sur les grands tours, jusqu'à maintenant, ça ne performe pas. Parce qu'il finit 9ème du Giro. Je rappelle un Giro où on perd énormément de leaders quand même sur la course. Il n'y a plus Gogenhardt, il n'y a plus Remco Evenepoel, donc des mecs qui auraient dû être dans le top 10. Donc c'est-à-dire que si tu rajoutes ces deux-là, t'es 11ème du classement général. Oui, mais il faut l'avoir en tête du côté de Lennart Kemna. Donc au top 9, et en plus il finit assez loin en termes de classement général. Et ensuite, il y a eu, sur les courses d'une semaine, vous avez dominé sur les courses d'une semaine avec Higuita, avec Vlasov l'année dernière. Là, ça a été beaucoup plus compliqué. Higuita fait pas une grande année par rapport à 2022. Vlasov, par rapport à 2022, fait pas une grande année non plus. C'est beaucoup moins bien. Kemna, il a un peu disparu en cours de saison quand même. Notre ami allemand. Et puis après, c'est pas exceptionnel, quoi. Alors, il y a Jordi Meeus, mais qui n'est pas encore suffisamment régulier, qui remporte une belle étape sur le Tour de France et Champs-Élysées. Sauf que, il n'en a pas gagné beaucoup, Jordi Meeus, il remporte que ça, même de la saison. Donc pour un sprinter, une seule victoire dans l'année, c'est pas top. Vous avez quand même Nico Denz,
qui pour moi est peut-être la belle satisfaction de cette équipe. Parce que lui aussi, il a passé un cap dans les échappées. Sam Bennett, transparent. Alors déjà, en 2022, j'ai envie de dire qu'à part sur la Vuelta, bon, mais il avait fait une belle Vuelta là, cette année. Il remporte la première étape du Tour de San Juan. Il profite quand même du fait que c'est la fameuse étape où il y a la moitié du peloton qui prend pas la bonne route. Et puis après, il remporte une étape du Sibiu Cycling Tour. Pas la course avec le plus de concurrence quand même. Hein. Et puis ouais, quand tu regardes les résultats, c'est faible. Hein. C'est faible. C'est faible. Avec une équipe où il y a quand même des coureurs qui n'ont pas performé. Je pense qu'il y a eu des envies, par exemple avec Koretsky. Bon, Koretsky, passé à l'as. Hein. Il n'a pas de contrat pour l'année prochaine, Koretsky. Je ne suis pas sûr qu'il reste dans le World Tour. Bob Jungels, lui, il a sauvé sa tête sur 2 mois. Et puis, il y a quand même des mecs qu'on a très peu vus. Alors, Bourman aussi, belle satisfaction quand même, parce qu'il a un peu de retour, Emmanuel Bourman. Mais c'est vrai que quand je regarde... Puis même Bourman en 2022 était peut-être un petit peu meilleur. Lurs, Louis-Joe Lurs, pour l'instant, on nous disait grosse pépite. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Non, puis tu as plein de coureurs qui sont pas exceptionnels quoi, dans cette équipe formation, qui sont passés un peu à côté. Quand tu vois le budget, c'est un peu triste. Alors l'année prochaine, il y aura Roglic. On sent quand même qu'on a fait un gros marché des transferts du côté de la Bora, parce que je pense qu'on s'est dit, oui, les résultats n'ont pas été bons. L'arrivée de Daniel Felipe Martinez aussi, l'arrivée de Welsford, même Roger Adria, Emile Herzog, champion du monde junior en 2022, tu sens qu'on a fait beaucoup de recrues, quoi. On a fait beaucoup de recrues parce que sinon, on avait du mal en termes de résultats. Donc, mais oui, il va falloir quand même trouver des solutions à l'avenir. Parce que du côté de la Bora Hansgrohe, là, l'année 2023 était en deçà des attentes. Vraiment en deçà des attentes. On passe Ineos. À la recherche d'une gloire perdue du côté d'Ineos. C'est sûr que quand on compare aux résultats de la Sky, cette année c'est dur. Parce qu'aucune victoire sur les grands tours. Une Vuelta où on dit du côté du classement général ça a été catastrophique. Heureusement il y a eu Filippo Ganna. J'ai même envie de dire sur la Vuelta. Autant l'année dernière ils avaient été sauvés sur les classiques. Notamment ardennaise, flandrienne, où ils avaient enchaîné les très bons résultats. Autant cette année ça a été moins bon. Alors certes, tu as les victoires de Pidcock sur l'Estradé, et la deuxième place sur Liège, la deuxième place de Ghana également sur Milan-San Remo. Mais Paris-Roubaix, ils s'en sortent pas. Tour des Flandres, ils s'en sortent pas non plus. Donc voilà, en termes de résultats. Et puis sur les grands tours, tu as la deuxième place de Geraint Thomas. Sur le Tour de France, tu as Carlos Rodriguez. Mais la Vuelta, il passe complètement à côté. Puis on a quand même le sentiment d'avoir pas mal de coureurs qu'on n'a pas vus dans cette formation. Daniel Felipe Martinez, complètement absent. Luc Plapp, là aussi. C'est depuis plusieurs années qu'on attend Luc Plapp. Arensman, pas dingue sur la saison. Alors il a eu du mal à s'adapter à cette équipe. Egan Bernal commence à être un petit peu inquiétant. Magnus Sheffield aussi, qui a été beaucoup plus transparent que l'année dernière. Ethan Etter, trop inconstant. Je pense à Brandon Rivera, également, pas très satisfaisant. Tu sens que de toute manière, là aussi, il y a un peu un changement de paradigme dans cette formation, avec l'arrivée de pas mal de jeunes. Belle satisfaction de Joshua Tarling. On a également Michael Leonard, Kim Hajduk, qui sont des jeunes coureurs qui ont moins de 25 ans.
Ça fait depuis 2 ans où ils recrutent quand même pas mal chez les jeunes. Ils vont perdre quand même pas mal de coureurs l'année prochaine. Pour moi, leur plus grosse perte, c'est Tao Geoghegan-Hart, qui a remporté le Tour des Alpes cette année, mais qui n'a pas couru depuis le mois de mai, hein, là aussi. Mais bon, ils perdent Tao Geoghegan-Hart, ils perdent quand même du monde sur l'année. Daniel Felipe Martinez, qui, bon, il faut bien le dire, n'a pas eu les résultats escomptés depuis le Tour de Suisse 2022. Mais bon, c'est vrai que les résultats, c'est Ghana, c'est Narvaez, c'est Geraint Thomas, on va dire, et puis Tao Geoghegan-Hart, quoi. Il y a, il y a un peu de Ben Turner, il y a Ben Tulette aussi, mais quand on regarde précisément, c'est Joshua Tarling, c'est Filippo Ganna, c'est Narvaez, qui a dominé le Tour d'Autriche, c'est Tao Geoghegan-Hart. En dehors de ces de 4-5 coureurs, il y a Carlos Rodriguez aussi qu'il faut rajouter. Un peu Sivakov en fin de saison, mais qui perdent également. C'est vrai qu'en dehors de 5-6 coureurs, il y en a beaucoup qui passent à côté. Viviani, bon, on se demande s'il va pouvoir continuer bien longtemps. Viviani, trop de coureurs absents. Puis trop de coureurs qui avaient, j'ai l'impression, envie de partir. Luc Plapp, j'ai l'impression qu'il avait bien envie de partir. Daniel Felipe Martinez, il avait bien envie de partir également. Sivakov, il avait bien envie de partir. Alors qu'avant, Ineos, c'était l'équipe où tu avais envie de rester jusqu'à la fin de ta carrière. J'ai l'impression que c'est moins le cas désormais. Donc encore une fois, la recherche d'une gloire perdue du côté d'Ineos. J'ai l'impression qu'on est à la recherche de ce qu'on arrivait à faire du côté de la Sky, qu'on essaye encore une fois de le reproduire, parce qu'on les a vus beaucoup à l'avant des pelotons, sauf que il nous manque le top leader. Alors il y a eu la tentative de recrutement de Remco Evenepoel, ça s'est pas fait. Ça aurait été un bon choix. C'est une équipe en fait qui a des bons équipiers, encore des équipes qui sont très solides, même si les équipiers ont tendance à vieillir, mais souvent dans l'année, il leur a manqué le top leader. Alors heureusement pour eux, le Giro n'a pas été une course hyper offensive, parce que peut-être que Geraint Thomas, dans ce cas-là, aurait eu un peu de mal à garder son podium. Sur le Tour de France, Rodriguez a été bon. Et sur la Vuelta, ils sont passés complètement à côté de leur Vuelta, hein, il faut bien le dire, au niveau du classement général. En même temps, prendre Geraint Thomas, c'était peut-être pas l'idée du siècle. Arensman tombe assez vite. Lorenz de plus abandonne dès la première étape. Il n'y a rien qui s'est goupillé correctement dans cette formation. L'année prochaine, on attend mieux. Mais est-ce qu'ils seront capables de faire beaucoup mieux ? Pas sûr, parce que en leader pour le classement général, en 2024, il n'y aura pas tant de coureurs que ça. Il y aura Arensman, ok, Bernal, on ne sait pas trop où il en est, il faut bien le dire. Ensuite, tu as Carlos Rodriguez. Bon, voilà. Et puis Omar Fraile, non. Voilà, t'as 2-3 personnes, et dans tes coureurs où je dis qu'ils doivent être leaders, Bernal, ça reste quand même une grande incertitude. Arensman aussi. Et du côté du sprint, alors t'as Ben Swift, mais à 36 ans, je suis plus sûr qu'il sprinte énormément. En fait, t'as Viviani, Ether et pas un pur sprinter. T'as Ganna, mais qui va faire pas mal de pistes cette année. T'as pas de grand sprinter non plus. Donc t'es dans une situation... T'as Narvaez qui sprint, mais c'est pas un pur sprinter non plus. C'est-à-dire qu'il commence à te manquer quand même pas mal de coureurs dans des profils intéressants. Ils ne sont que 27. Donc il y a peut-être un recrutement de dernière minute qui va arriver d'une pépite, mais j'y crois pas des masses. C'est une équipe qui s'est énormément rajeunie, parce qu'ils sont plus que 8 à avoir plus de 30 ans. Et tu as quand même de 17 à 27, tu as une dizaine de coureurs qui ont moins de 25 ans. Tu as 10 coureurs qui ont moins de 25 ans. Donc ce qui n'est pas forcément habituel dans cette formation. Donc là, il y a vraiment une
Oui, on voit par exemple le recrutement d'Andrew Auguste à 18 ans, bon, Tarling, Sheffield c'était déjà d'avant, mais même Leo Hater. Bon, il faut qu'ils misent sur cette nouvelle génération, mais ce qui veut dire que peut-être qu'en termes de résultats, ça va être un petit peu compliqué. Intermarché, la saison la plus surprenante, Intermarché. Ils sont partis tellement sur les chapeaux de roue, Intermarché. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce début de saison, à Palma de Majorque, où ils dominent. Tour de la communauté de Valence, ça continue avec Rui Costa, notamment. Grand Prix Jean-Pierre Montserrat, Corsaï Classique. Leurs 9 premières victoires, elles sont jusqu'en mars. Puisque la dernière, c'est Bonifacio sur le Tour du Sicile. Qui doit être même avril. C'est-à-dire qu'il y a 8 victoires vraiment qui arrivent entre janvier et mars. En 2 mois, ils gagnent 8 courses. À ce moment-là de l'année, ils sont dans le top 5 des meilleures équipes au classement UCI. Et après, et ben pendant quasiment 3 mois, il va rien se passer. C'est-à-dire qu'ensuite, il y a Bonifacio, t'as Guermeil sur le Tour de Suisse, t'as Zimmermann sur le Dauphiné, t'as Tennyson sur la première étape du Tour de Norvège, mais c'est vraiment très faible. Et puis en fin de saison, là aussi, t'as Rui Costa sur la Japan Cup et sur le Tour d'Espagne, mais en gros, c'est très très faible là, hein, sur la fin de saison. C'est vraiment une saison assez surprenante. On a l'impression qu'ils étaient en forme trop tôt, qu'ils ont presque trop travaillé pendant l'intersaison. Et ce qui fait qu'on a l'impression qu'il y a des coureurs qui ont fait un énorme mois de janvier, qui ensuite n'ont pas réussi à enquiller derrière en mars, en avril. Par exemple, par Rui Costa, on le voit quasiment pas jusque lors de la Vuelta qui était en septembre. On a l'impression voilà, qu'il y a des coureurs qui sont vraiment passés à côté. Sur les grands tours, il n'y a aucun grand tour qui est vraiment réussi. La Vuelta est un peu... Voilà, il y a quand même une victoire d'étape sur la Vuelta. Je dirais que sur les grands tours, Petit rate quand même une victoire sur le Giro, la Grande Sasso d'Italia. Sur le Tour de France, on les a pas vus non plus, hein. C'est quand même peut-être l'équipe qu'on a le moins vue sur le Tour de France. Donc ça a été très 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 dur. Très compliqué l'année 2023 d'Intermarché. Vraiment une année très bizarre. Ça part fort, et puis ensuite ça s'écroule. Alors on a parlé en plus de problèmes financiers dans cette formation, dans cette structure, avec notamment des salaires qui n'ont pas été payés en temps et en heure. Ça c'est toujours un petit peu inquiétant. Et puis oui, de grosses difficultés. Vous inquiétez pas, c'est le chat qui gratte dans la litière, hein. C'est une vidéo, voilà, là il a décidé de gratter. Peut-être un gros popo ou un pipi, on ne sait pas encore. Mais oui, ça a été une saison compliquée, voilà, pour cette formation Intermarché, parce que on s'attendait en fait, après le gros début de saison, on s'attendait à ce que ça enquille derrière. Tu sais que, comme EF ils font un gros début de saison, mais derrière ils arrivent à enchaîner avec Benelli. Là, il y a un gros début de saison, mais derrière, bah ça a fait plouf à partir du mois de mars. Je dirais que la vraie, c'est Tirreno pour moi, qui est très marquant, avec un Guilhermet qui prend juste une 4e place, où je m'attendais à mieux de Guilhermet sur Tirreno. Et puis après Tirreno, on a l'impression que c'est très compliqué pour remettre la machine en route. Voilà, ils ont fait un très bon mois de janvier, très bon mois de février, enfin une très bonne première quinzaine en février, et après derrière, l'UAE Tour, il y a plein de courses où ils passent vraiment à côté, sans que ça soit vraiment compréhensible. Les recrues n'ont pas bien performé. Alors, je pense notamment à Nicolo Bonifacio. Calmejane, ça n'a pas été dingue non plus. Les recrues n'ont pas réussi à se relancer pour certaines. Laurens Huys fait pas un mauvais Giro, mais c'est vrai qu'en termes de points, ça ne marque pas. Voilà, il manque des gros résultats. Des gros résultats dans cette équipe. Où on a l'impression qu'ils sont un peu passés à côté, quoi. C'est vrai qu'on s'attendait à mieux, on s'attendait à beaucoup mieux en termes de résultats sur la saison, et là ça a été très 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 compliqué, donc vraiment dommageable. Elle a décidé de gratter sur la paroi de la litière, c'est vraiment d'une intelligence folle, hein.
Voilà, là, va gratter pendant 3 points, vous inquiétez pas. Donc voilà, du côté d'Intermarché, ça a été très très compliqué sur l'année au final. Et puis avec des recrues qui n'ont pas réussi à performer plus que ça, à part Rui Costa, j'ai envie de dire, qui marque quand même pas mal de victoires. Et d'une équipe qui a démarré janvier, ils étaient premiers du classement UCI, mais qui était encore 5e mars, ils se retrouvent à finir 15e du classement UCI. C'est pour dire la dégringolade en fin de saison. C'est-à-dire que je crois que même Astana a marqué plus de points qu'eux quasiment. Donc il faudra faire attention sur 2024 parce que il va falloir repartir avec des résultats un peu meilleurs. Et Guillermeil sur les classiques flandriennes, ça n'a pas été une réussite. Par rapport aux années précédentes, ça a été un petit peu compliqué. Mais voilà, il y a plein de choses qui ne se sont pas goupillées. Sur les classiques flandriennes, ils ont enchaîné les coureurs malades. Je pense à Adrien Petit, par exemple, il a quasiment une saison blanche, le français. Donc ça a été vraiment terrible sur l'année 2023. Vraiment très, très, très compliqué. On continue avec 2 autres flops de la saison du côté des équipes, mais des flops qui étaient quand même beaucoup plus attendus sur l'année. Je commence avec Astana. Alors, je m'attendais à un flop, je m'attendais quand même pas à ce niveau-là. Il faut bien le dire, ils sont quand même vraiment sauvés par les courses en Asie, Astana. En fin de saison, ils ont enchaîné les courses en Asie. Bon, déjà, il y a les championnats du Kazakhstan où ils ont un peu forcé Lutsenko à y aller. Il y a le Tour de Turquie, il y a une course au Japon où il n'y avait personne. Le Tour de Kyushu, vraiment personne au départ. Le Tour de Langkawi. Alors, on sent qu'il a fallu prendre des points sur ces épreuves-là, parce que sinon, ça allait être très compliqué. Parce qu'en vérité, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent du côté de cette formation. J'ai envie de dire que, heureusement qu'il y a Lutsenko, quand même, qui va aller prendre des points à l'Amstel, même s'il ne fait pas une saison exceptionnelle, Alexei Lutsenko, qui gagne le circuit de Jexo, le mémorial Marco Pantani, donc ça fait des points, plus le Tour de Turquie, plus le Tour de Sicile. Mais sinon, qu'est-ce que c'était dur cette année ? Enfin, on a l'impression que ça a été très très compliqué pour cette formation. Il y a eu aussi la victoire de Mark Cavendish sur le Tour d'Italie, qui amène des points, les places d'honneur aussi de Cavendish. Tu te dis quand même que les résultats obtenus, c'est 3 à 4 coureurs, dont Zeitz qui prend sa retraite. C'est-à-dire que ça se tient à Velasco, Cavendish, Lutsenko et Scaroni. Presque. C'est-à-dire que Moscone, on ne l'a pas vu. Dombrowski, on ne l'a pas vu. De la Cruz, on l'a plus vu sur une civière que vraiment en termes de résultats. Martin Lass, pas vu. Antonio Nibali, bon, lui, il aurait déjà fallu qu'on le voie un jour dans sa carrière. Il y a eu Syriza également, le sprinter russe. Et en gros, il y a plein de mecs qu'on n'a pas vu dans cette formation. Ah, il y a Terrada aussi qu'on a vu sur le Tour de France. Mais bon, c'est très, 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 très faible. Le recrutement l'année prochaine, j'ai envie de dire qu'on fait du recrutement autour de Cavendish. Voilà, c'est pas... Il n'y a pas une autre idée que ça. C'est-à-dire qu'on recrute autour de Cavendish, notamment avec Morkov, notamment avec Davide Ballerini. On essaye avec Fortunato, mais on a bien compris que Fortunato, pour le classement général d'un grand tour, c'était pas suffisant. On tente Anton Charning. Et puis ensuite, il y a du recrutement interne, notamment avec Michele Gazzoli, notamment avec le fils Vinokourov. Mais ça va être dur quand même l'année, Enfin, quand tu vois l'équipe pour l'année prochaine, tu te dis, encore une fois, il faut que Cavendish, Lutsenko réussissent à faire des gros résultats avec Terrada, parce que sinon, l'année va être dure. La qualif pour rester en World Tour, elle me semble quasiment impossible. Enfin, encore plus quand tu vois l'effectif. Parce que Cavendish, c'est quand même risqué. Il est plus tout jeune, Cavendish.
il est à un âge où il peut passer complètement à côté de son année 2024, surtout que lui, il avait prévu normalement de prendre sa retraite à la fin de saison. Donc, sur le Tour d'Italie, il nous dit je prends ma retraite, et puis bon, là, il repart pour 6 mois, mais après le Tour de France, tu sais pas s'il y aura encore Cavendish dans l'équipe. Si, imaginons Cavendish gagne les victoires qui manquent pour aller battre le record d'Eddy Merckx, bon, après, derrière, il prend sa retraite, Cavendish. Hein. Et après, t'as qui? T'as Lutsenko. Sauf que Lutsenko, cette année, il marque des points, hein. Mais sur les grands tours, c'était pas suffisant. Et après, derrière, t'as Terrada. Terrada, moi je me dis, sur un Tour d'Espagne, surtout qu'on a appris le parcours du Tour d'Espagne hier, ça peut être intéressant, Terrada. Mais après, Fedorov, par exemple, champion du monde espoir l'année dernière, en 2022. On l'a pas vu, on l'a quasiment pas vu, Fedorov. Il a pris quelques échappées, mais il y a quand même les 3/4 de l'équipe qu'on n'a pas vu. Sur certaines courses, c'était une horreur, hein, quand même Astana. L'année 2023-24 va être dure. Parce que vu qu'ils n'ont pas renforcé l'équipe, je ne vois pas comment ils peuvent obtenir beaucoup plus de résultats. Tu mises quand même sur des grosses cotes. Hein. Ideshkelin, c'est une grosse cote. Charming, c'est une grosse cote. Mouloubran, c'est grosse cote. Bon, Ballerini, ça fait quand même depuis quelques temps qu'il n'est pas très performant. Ballerini, Morkov, plus tout jeune non plus. Il est plus proche de la fin de carrière que du début, Morkov. Enfin là, la dernière année chez Soudal Quickstep, c'était pas bien. Donc non, ça... On va voir ce que ça va donner, mais bon, ça fait un peu l'équipe des retraités, quoi. Parce que c'est vrai que j'ai pas regardé au niveau de l'effectif, mais alors là, on n'a pas rajeuni l'effectif, hein. Ah oui, oui. Il y a 12 coureurs qui ont plus de 30 ans. Et puis Basso est pas très loin d'avoir plus de 30 ans aussi, hein, Leonardo Basso. Leonardo Basso, ça fait partie des frères d'eux, comme Nicolas Jalabert, comme Antonio Nibali, qui n'ont pas performé. Ouais, t'as peu de coureurs. En fait, ils ont un gros trou de génération, parce que t'as quand même des coureurs qui ont 25 et moins de 25 ans. Par contre, des coureurs qui ont entre 26 et 30, t'en as pas tant que ça. Et surtout, c'est des coureurs qui n'ont pas forcément eu des grands résultats dans leur carrière, de manière assez dingue. À part Chesbol, Radushenko, bon, voilà, c'est... Mais il leur manque, ouais, il leur manque des grosses stars, il leur manque des gros coureurs. Hein. Après, en même temps, il faut réussir à résister à Vinokourov, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis, l'équipe a quand même pas une bonne réputation. Donc, c'est pas simple aussi de rester dans cette formation. Et puis, ils avaient tellement misé sur Miguel André Lopez que ça a été dur. Mais là, il y a quand même pas mal de coureurs qui prennent leur retraite. Donc, ça risque d'être compliqué l'année prochaine, quoi. Oui, en fait, je me suis gouré. Non, j'ai dit une bêtise hein, sur les coureurs. Ils ont 5 coureurs qui ont plus de 30 ans, parce qu'il y en a quelques-uns qu'ils ont dégagés, dont Leonardo Basso. J'ai dit une bêtise. Je me suis fié en fait à l'effectif 2023 et pas à l'effectif 2024. Mais bon, ça me fait toujours pas envie, hein, l'effectif 2024 hein, de cette équipe. Je pense que ça risque d'être difficile, vraiment, pour rester en World Tour, parce qu'ils sont quand même loin en termes de points. Ils sont 20e, ils sont loin en termes de points. Donc ça risque d'être dur, très très dur. Et surtout, heureusement qu'il y a eu les courses asiatiques pour marquer des points. Deuxième équipe flop, c'est Arkea. Heureusement qu'il y a eu Desmar en fin de saison, parce que Desmar leur a quand même apporté beaucoup beaucoup de points. Non, c'est trop faible. L'effectif trop faible. Kevin Vauquelin, qui a bien démarré l'année, et ensuite, à partir du Tour de Romandie, ça a quand même été très très difficile. Toujours pas de victoire sur les grands tours. Warren n'est pas passé loin sur le Giro. L'enchaînement de Giro Tour pour Warren a été quand même compliqué. Mais là je regardais les meilleurs résultats de l'équipe, c'est la 13e place de Christian Rodriguez, Louis Barré sur le Great Tour of Ghanzi, qui a pris la 6e place, et la victoire de Kevin Vauquelin sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Ensuite c'est Arnaud Desmar, et les places au classement général de Warren Barguil. Donc c'est pas suffisant, il y a quand même des coureurs qui sont passés à côté.
Je pense à Maury Capiotte, par exemple. David Decker, le Giro c'était pas mal, mais bon, pas de chance pour lui, il tombe. Elie Gébert, bah, il a un peu disparu, hein, il faut bien le dire. Hofstetter, hein, l'année 2023 a été moins bonne que l'année 2022. Mozzato, encore trop irrégulier. Après, il y a des coureurs qui sont intéressants dans cette équipe. Verret, on l'a toujours pas vu, hein, Alexandro Verret. Mais le problème, c'est que ça manque un peu de densité dans cette formation. T'as des bonnes pépites chez les jeunes. C'est vrai que je pense à Evan Kostiou, par exemple. Je pense bien entendu à Kevin Vauquelin, à Mathis Lebert, à Donovan Grondin. Mais l'année prochaine, Donovan Grondin, il y a les Jeux Olympiques, donc peut-être qu'on va pas le voir. Louis Barret, c'est intéressant. Mathis Louvel, c'est bien. Clément Champoussin, on ne l'a pas vu de l'année. Enfin, on l'a trop peu vu, il a été quand même en grande difficulté. Ouais, vraiment, faut il leur manque un top leader. T'as quand même beaucoup de coureurs qui sont des bons coureurs pour des courses de Coupe de France, mais au niveau World Tour, c'est un peu compliqué. Bon, voilà, le recrutement va être super important pour eux, hein. Alors, ils ont récupéré. Alors, après, ils ont fait un bon recrutement. Il faut bien le dire quand même. Ils font un bon recrutement. Mascotson, Sénéchal, Venturini, Albanese, ils vont avoir du monde sur le sprint. Plus Lawrence Heiss. Du côté des départs, bon, t'as Warren Barguil qui a un gros départ. T'as pas mal de coureurs qui ont pris leur retraite. Bouet, Pichon et Boigny. Clément Russo, ça c'est quand même une grosse perte du côté de la Groupama, ça aurait pu aider. Et puis, bah ouais, il va falloir retrouver des très bons coureurs, quoi. Enfin, et surtout, il faudrait un peu plus de densité, quoi, du côté des grimpeurs, du côté des. Mais ce qui est dommage, voilà, sur leur année, c'est qu'ils gagnent toujours pas sur un grand tour. Et puis, bon, à part sur le Tour d'Italie, sinon ils en étaient quand même un petit peu loin de la victoire sur les grands tours. Et Kevin Vauquelin qui a eu du mal à partir du Tour de Romandie, qui pour moi est leur grosse pépite. Mais heureusement, il y a eu Arnaud sur la fin de saison, mais on n'aura pas un duo Arnaud Desmar, Nasser Boigny, qui a décidé de prendre sa retraite. Nasser à 33 ans, là aussi, un peu un gâchis avec un Nasser Boigny qui n'a jamais réussi à retrouver les jambes, hein, depuis le Tour de Turquie et cette grande chute. Bon, on passe tout de suite aux mentions honorables. Les mentions honorables, les équipes qui ont fait des saisons tout à fait intéressantes en cette année 2023. Eh bien, on commence avec une équipe française, avec la Cofidis, l'équipe de Cédric Vasseur, année tout à fait honorable. Alors déjà, on a renoué avec la victoire sur le Tour de France. On a remporté également une étape sur la Vuelta avec Jesus Herrada, ce qui est un petit peu habituel, j'ai envie de dire, ces dernières années du côté de la Cofidis. Mais les deux victoires sur le Tour de France, Victor Lafay et Yon Izagirre. Peut-être le Tour d'Italie qui a été un petit peu plus compliqué du côté de la Cofidis, mais on sait que la priorité c'est le Tour d'Espagne par rapport au Tour d'Italie, parce que c'est pour une question de sponsoring. Avec Cofidis est très implanté en Espagne. Voilà. Et puis on a quand même d'autres victoires avec pas mal de coureurs différents qui ont performé. Ça c'est aussi très bien. On a du Rémi Rochas, on a du Guillaume Martin, Yon Izagirre, Anthony Perez c'était en tout début de saison, Victor Lafay bien entendu, Axel Zinglet qui a quand même eu des résultats cette année. Même Max Walscheid sur Paris-Roubaix. C'est bien d'avoir eu des résultats avec des coureurs différents. Il y a eu vraiment des très très bonnes choses. Et encore une fois, cette victoire de Victor Lafay qui était arrivé dans cette formation. Ça montre que le projet Cédric Vasseur, on a beaucoup critiqué Cédric Vasseur quand il est arrivé au début. Ça fait déjà 5-6 ans maintenant que Cédric Vasseur est à la tête de l'équipe. Je vais regarder ça sur Pro Cycling Stats, j'aurais dû vérifier avant. Ça fait depuis 2018. Ouais, je voyais ça même avant. Ça fait depuis 2018. Au départ, on a quand même beaucoup critiqué Cédric Vasseur.
On disait, oui, il a un peu ses chouchous, c'est un peu compliqué avec certains coureurs. Il y avait eu Hofstetter, il y avait eu Nasser Bouhanni, qui était parti avec un petit peu de fracas. Mais on peut dire qu'au bout de 5 ans, bah, le projet Cofidis, maintenant, est bien en place. C'est un projet qui fonctionne bien, un projet de qualité. Vu les moyens de Cofidis, je trouve que leur capacité à faire des résultats est vraiment excellente. C'est vraiment une équipe qui arrive qui cette année a réussi à performer sur des courses très différentes. On a également des courses de début de saison comme le Tour de Nander avec Brian Coca. On a le Tour de France quand même avec la 10e place quand même de Guillaume Martin. Au général, on a le Tour d'Espagne, il y a quand même une victoire. Vous avez les classiques ardennaises, outils où ils ont été bons, 8e de Paris-Roubaix. Il y a peu de courses où vraiment, en termes de résultats, Cofidis passe à côté. J'irais peut-être les classiques du mois de mars avec l'Estrade et Milan-San Remo. Même le Dauphiné, il y a une belle 6e place de Guillaume Martin. Donc je dirais qu'il y a peu d'épreuves où vraiment cette formation, on se dit, il passe vraiment à côté par rapport aux résultats de cette équipe. Donc c'est plutôt très très intéressant ce qu'a fait la formation française. On verra ce que ça va donner l'année prochaine. Ça va peut-être attirer des sponsors. Avec toujours un ancrage très local dans le Nord. Ils ont l'avantage aussi d'avoir encore un contrat jusqu'en 2025. Il va falloir toujours quand même accumuler les points parce qu'ils sont 14e au niveau UCI. On sait que ça peut diminuer assez vite, ton classement UCI. Donc il va falloir marquer des points quand même du côté de la Cofidis. Mais très intéressant ce qu'a fait cette formation. Donc non, plutôt content voilà, de l'équipe Cofidis. Je pense que ça peut être vraiment bien encore dans quelques années. Il y a vraiment des coureurs très intéressants, même s'ils perdent quelques pépites quand même. Hein. Victor l'a fait part, ils perdent Simone Consoni. On sent qu'on a on a quand même du turnover dans cette équipe. Ils ont quand même réussi à recruter Kenny Ellison pour la montagne, donc ça c'est bien. Oldani également, je trouve que c'est un bon choix. Et puis après, on sait pas mal de jeunes coureurs. Il y a aussi Alexis Goujard qui est un bon choix avec Agnoloski pour les sprints. C'est vrai qu'on a recruté plutôt des jeunes coureurs, plus Ben Herman, Jéré Gorka, Izagirre et Kenny Ellison, mais il y a pas mal de jeunes coureurs qui arrivent dans cette équipe, donc c'est intéressant. Après, c'est vrai que on perd Walscheid, ça c'est un petit peu triste. On perd Victor Lafay aussi, mais qui demandait très cher. On perd aussi Rémi Rochas, pas mal de coureurs qui partent à la retraite aussi. Herrada, Wallace, Perrichon et Bidard, donc ça a fait un petit peu de turnover, mais je trouve que l'équipe a des coureurs intéressants. Pas forcément des coureurs très cotés, on va dire. Je pense à un Jonathan Lastras, par exemple, mais c'est des coureurs qui arrivent toujours à marquer un nombre important de points dans l'année, donc ça c'est toujours très bien. Et puis oui, on a une équipe qui tourne maintenant, qui tourne vraiment sur un très bon rythme. C'est vrai qu'encore une fois, quand Cédric Vasseur était arrivé, on lui avait mis beaucoup de choses dans la tête, donc je trouve qu'il a bien répondu sur le terrain en termes de performance, donc c'est du bon boulot que fait Cédric Vasseur. Il faut le dire quand ça marche. Il faut le dire quand on s'est parfois trompé. Je trouve que dans le monde du cyclisme, on s'est trompé au moment de Cédric Vasseur. Même moi, je disais, ouais, c'est quand même un management qui est particulier, sauf que ça marche aujourd'hui, son management. Et qu'on a l'impression qu'il y a un bon état d'esprit dans cette formation, qu'on n'a pas de soucis comme on peut avoir chez DSM, comme on peut avoir dans d'autres structures. Donc je trouve que c'est très bien ce que fait Cédric Vasseur. C'est vrai qu'on disait, oui, c'est bizarre, Hofstetter, Bouhanni. Mais là, quand on regarde derrière, bah, les résultats sont là. Ça a mis 2-3 ans, mais là, ça fait depuis 2 ans, 2 ans et demi que ça tourne bien. Et puis en plus, avec la victoire sur le Tour de France, voilà, on va plus parler de Sylvain Chavanel. Alors, on parlera toujours de Sylvain Chavanel pour sa carrière, mais on parlera plus de Sylvain Chavanel comme le dernier vainqueur
d'étape pour la Cofidis, s'ils commençaient un petit peu à trotter. Le seul truc qui leur reste du côté de chez Cofidis, c'est le titre de champion de France. Ça reste un peu une ritournelle. Voilà, pour le moment, ils l'ont pas gagné. C'est vrai qu'il faut faire face à l'armada aussi de la Groupama, mais peut-être l'année prochaine. Peut-être qu'ils arriveront à remporter le titre sur route, parce qu'ils ont déjà remporté le titre sur contre-la-montre, notamment à l'époque de Sylvain Chavanel. On passe à une équipe belge. La Lotto Destiny, très bonne saison de la Lotto, déjà parce que un de tes leaders a performé, c'est Arnaud Delis. C'est vrai qu'il faut quand même le dire, Arnaud Delis a apporté beaucoup de victoires, mais toute cette jeune génération de coureurs belges, Lennart van den Velt, on parlait également d'Alex Segart, parmi les jeunes pépites, on peut parler de Maxime Van Riels, on peut parler de Van Moer également, de Vermeersch qui a apporté quelques points à l'équipe. Il y a quand même toute une génération de coureurs qui ont entre 21 et 25 ans qui est très performante dans cette équipe, encadrée par des anciens, des vieux de la vieille. Je dirais Thomas de Rent, je dirais Victor Campenaerts, mais Victor Campenaerts, il arrive toujours à être performant, c'est un peu plus compliqué pour Thomas de Rent. Il faut encore travailler dans un domaine, mais il y a quand même eu des progrès cette année, c'est sur le train autour d'Arnaud Delis. Parce que c'est vrai que en 2022 c'était très compliqué, c'est pas encore parfait, c'est pas du tout le meilleur train encore qu'on a dans le peloton, mais ça va mieux autour d'Arnaud Delis, parce qu'à une époque il était quand même très très seul. Il va falloir faire l'année prochaine sans Caleb Ewan, mais bon, Caleb Ewan il a apporté assez peu de points à l'équipe finalement en cette année 2023. Ça a été compliqué. On aurait pu dire que même ce côté de départ avec fracas de Caleb Ewan aurait pu être compliqué à gérer. Sauf que, en fait, ils ont réussi totalement à s'en sortir. Dommage, du côté de cette formation, c'est aucune victoire sur le Tour de France et sur le Tour d'Italie. C'est-à-dire que la seule victoire sur les deux grands tours, c'est la victoire d'Andreas Krohn. Tiens, on parlait de jeunes pépites... qui ont jusqu'à 25 ans, qui avait remporté l'étape 2, l'étape de Barcelone, mais l'étape de Barcelone a été quand même vraiment atypique. Vous vous souvenez, il y avait eu la tempête du côté de Barcelone, le final qui avait été... qui était neutralisé, sauf que c'était un peu le bordel. Surtout que la route était vraiment pas dans un bel état. On voit quand même que Stéphane Nelot a réussi à bien manager cette formation, parce que encore une fois, ça aurait pu être compliqué à gérer l'affaire Caleb Ewan. Je trouve que Stéphane Nelot a bien géré la situation. Et puis après, avec les jeunes coureurs, Stéphane Nelot, il sait quand même un petit peu faire, parce que dans les formations où il est passé précédemment, Stéphane Nelot, notamment chez Sorso Jason, chez Riley Cycling, chez Arkea, il était présent chez Arkea, il avait eu à gérer des jeunes coureurs et il avait fait du très bon boulot à l'époque. Donc il sait faire des très bonnes choses. C'est un coureur qui a de l'expérience, qui est passé aussi dans sa carrière de coureur. Là, je voyais à la Banesto, à la Française des Jeux, il a connu les débuts de la Française des Jeux. Et c'est un coureur qui a de l'expérience maintenant en tant que manager, et il fait du très bon job. Donc ça c'est bien. C'est bien. Et puis avec Sojason, avec ces formations-là, il avait fait du bon boulot à l'époque avec cette structure. Donc non, c'est très très bien. Très 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 bien. Voilà. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, tout simplement. À part que quand vous avez un manager comme ça qui fait du bon boulot, forcément après derrière ça aide pas mal. Dans ce genre de situation. C'est pas toujours évident, mais là, il a fait du très bon boulot. Donc, il faut le signaler. Et surtout, encore une fois, cette structure qui travaille bien, avec la structure U23 qui est maintenant continentale, qui fait aussi, ça c'est aussi un vrai progrès, pour former les jeunes coureurs. C'est vrai que jusqu'à maintenant, la Lotto avait une structure... U23 mais qui était amateur, le fait de la passer en réserve continentale, ce qu'a fait Groupama, ce que fait AG2R aussi, d'avoir maintenant des réserves continentales, on voit que c'est un vrai plus. Ça aide énormément à structurer les coureurs, ça leur met moins de pression que de les faire monter directement en World Tour, et ça permet de faire une étape en plus. C'est-à-dire qu'avant on passait du monde amateur au monde professionnel,
il y a quand même d'énormes différences. Le fait d'avoir maintenant ce passage-là, ce rythme un peu de passage des réserves, je trouve que c'est intéressant, même si parfois tu peux perdre tes jeunes coureurs. J'espère que même l'UCI devrait imposer des règles là-dessus. Quand un coureur est formé, il faudrait, par une réserve, il faudrait que le club, enfin que l'équipe qui l'achète, donne de l'argent au club qui a formé, ce qui serait tout à fait normal et logique. On sait qu'à un moment, il y avait eu ça dans les tuyaux du côté du CI. Je crois que ce n'est toujours pas en place, mais peut-être que pour écrire des règles, il faudrait un président du CI qui soit en place. J'ai vu, tiens, il y a eu je l'ai pas lu encore, il y a eu un portrait. C'est pas toujours bon quand il y a un portrait de toi dans Libération sur son travail, notamment son cumul de postes. Voilà, dans le portrait. C'est ça le début du portrait, c'est le cumulard. Je suis pas sûr que ça soit un compliment de la part de Libération. Donc si vous pouvez le lire, faut savoir que Libération, contrairement à d'autres sites, vous avez le droit, je crois, à 5 ou 6 articles gratuits. Vous savez, les articles sont pas coupés à 50%, donc vous pouvez le voir même si vous n'êtes pas abonné à Libération. Je crois que vous avez le droit à 5-6 articles par mois que vous pouvez zioter comme ça au complet. Donc si vous voulez zioter le portrait sur David Lapartien, je pense que ça peut être intéressant si vous êtes fan de cyclisme. En passant, parce que là, je sais plus où on en est dans la vidéo, parce que j'enregistre le lendemain, j'ai fait la vidéo là sur 2 jours. On en parlera du parcours de la Vuelta, parce que j'ai déjà vu les profils. Peut-être après Noël, peut-être le 25 même, on fera ça sur le parcours de la Vuelta, parce que c'est un parcours très montagneux, mais assez intéressant. Pourtant, je suis pas fan forcément des parcours trop montagneux, mais là, je trouve qu'il y a des étapes qui sont assez sympas. Je pense qu'on peut avoir du spectacle sur cette Vuelta 2023. On poursuit avec une autre équipe qui a fait un petit peu le spectacle avec Arvin de Klein, la Tudor. C'est pas mal quand même la Tudor en cette année 2023. Je vous avais dit, il y avait 2 structures qui m'intéressaient en 2023 en Pro Team. C'était à la fois Tudor, à la fois Q36.5. Parce que j'avais dit, pour moi, ce sont 2 équipes avec 2 approches un peu différentes. C'est-à-dire que Tudor a plutôt, a fait quand même un collectif solide, mais a plutôt essayé d'avoir quand même des stars, des très bons coureurs, des très bons leaders. Je pense notamment à Alexander Kamp et Arvin de Klein. Et il y avait Q36.5 qui avait un gros collectif, plus solide pour moi que la Tudor, mais qui n'avait pas forcément la grosse star. Alors, ils avaient Moschetti, mais c'est vrai que ça manquait peut-être un petit peu de leader. Eh bien, je trouve que la Tudor, ça a bien marché parce que les leaders ont bien performé aussi, que ça soit d'un côté Alexander Kamp et de l'autre côté Arvin de Klein. C'est-à-dire ces 2 coureurs-là, ils ont marqué des points, ils ont remporté des victoires. Donc ça c'est bien, tu as quand même aussi une 16e place de Yanis Wazar, ça c'était sur le Tour de Pologne, à rajouter en termes de résultats. Tu as également une 11e place au général de Hector Klukers, ça c'était sur le Tour du Luxembourg. Yanis Wazar avait fait également 3e du Tour de Hongrie, donc ça c'était très très bien. Je trouve qu'en termes de résultats, cette formation a fait vraiment du très bon boulot pour une première année. C'est toujours compliqué, là on partait d'une feuille blanche, presque. Alors il y avait Swiss Racing Academy, mais Swiss Racing Academy c'était une équipe continentale, les objectifs n'étaient pas les mêmes. Swiss Racing Academy, il y avait un vrai objectif de formation, c'était presque une réserve de jeunes coureurs suisses ou français pour certains, mais c'était parce qu'Alex Baudin par exemple était dans Swiss Racing Academy, mais il y avait vraiment un réel objectif de formation. On était sur une réserve qui n'avait pas d'équipe A, mais on était un peu dans cette idée-là. Alors que Tudor Pro Cycling, on est sur un vrai projet d'équipe qui veut monter en Pro Team, en World Tour. D'équipe qui veut être importante en Pro Team, qui veut aller chercher des grands résultats, qui veut aller gagner des grandes courses. On n'est plus sur la même dimension de projet. Il y a quand même aussi pas mal de mecs qui sont arrivés, qui n'étaient pas là au départ dans ce projet. Je pense à Marcel Seberg, je pense à Matteo Tossato, même Boris Zimin, je crois, n'était pas au tout début. Le français, oui, il était dans l'équipe de développement de la DSM. T'as plein de mecs qui sont apparus dans ce projet, qui n'étaient pas présents au tout début.
T'as Cancellara aussi qui a un petit rôle dans cette formation. Donc c'est vraiment très très bien aujourd'hui ce que fait cette formation. Et je trouve qu'il y a des très bons résultats, notamment Joël Sutter, le Tour de Sicile. Bon, c'est une victoire vraiment de costaud de la part de Suisse. Les victoires d'Arvin de Klein, notamment sur Milan-Turin, mais sur le Tour d'Allemagne, c'était très intéressant. Alexander Kamp aussi sur le Région Pays de la Loire Tour, bah voilà, il gagne la course, donc vraiment des très très bons résultats. Donc ça, c'est très intéressant pour la suite. En plus, ils ont fait un énorme recrutement pour 2024. Donc on va voir comment ça va fonctionner en sachant que 2024, bah, vu le recrutement, hein, tu as du Trentin, tu as du Dainese, tu as du Merofer. On s'attend à avoir encore des meilleurs résultats pour 2024. Il y a vraiment une très intéressante équipe sur le sprint. Alors techniquement, ils ne devraient pas encore faire les grands tours. Parce que le Tour d'Italie, je pense que ça va être compliqué parce que je vois pas comment l'organisateur ne prendrait pas la Coratec, surtout que la Coratec, là aussi, c'est un petit peu densifié en termes de collectif, même si c'est inférieur à Tudor. Sur le Tour de France, à la place du NOX, mais vu l'effectif que va avoir une OX l'année prochaine, c'est quand même, ça serait culotté un petit peu. Et sur le Tour d'Espagne, mais bon, sur le Tour d'Espagne, vous avez aussi toutes ces équipes espagnoles qui veulent être invitées. Par exemple, on n'a pas invité à Euskaltel, donc je serais surpris qu'Euskaltel ne soit pas invité en 2023, surtout qu'il y aura un petit passage du côté du Pays Basque en 2024, pardon, parce que l'année prochaine, on sera en 2024. C'est compliqué les années, hein. Mais oui, je vois pas comment l'organisateur n'irait pas aller chercher à Euskaltel. Donc oui, on va voir ce que ça va donner, mais très intéressant quand même cette équipe Tudor. Par contre, il y aura peut-être des invitations, genre sur Milan-San Remo, sur les grosses classiques, parce que bah, quand tu as Trentin, par exemple, Milan-San Remo, Trentin, ah oui, hein, ça a de la gueule. Sur les classiques belges, Trentin, c'est également intéressant. Donc ça... Voilà, il y a une équipe qui est très sympa, voilà, du côté de Tudor, et je trouve que c'est une équipe qui est intéressante. Et puis en plus, avec des jeunes réserves, hein, donc là aussi c'est très bien. La réserve U23, avec notamment Mathis Rondel, le jeune français, qui est présent dans cette équipe, qui a notamment fait deuxième du Tour d'Alsace, Mathis Rondel. Et l'année prochaine, l'équipe aura du lourd, quoi, hein. Donc il faut se rappeler qu'en termes de transfert, il y aura vraiment de très bons coureurs. Avec l'arrivée également de Storer, j'avais oublié, ou même d'Alexander Krieger. Donc il y a vraiment une très très belle équipe pour l'année prochaine. Et surtout, on n'a pas perdu de coureurs, ce qui était très important aussi. Il n'y a pas eu de perte. Donc on fait grossir l'effectif et avec des jeunes coureurs qui peut-être progresseront. On poursuit avec une dernière mention honorable, c'est Bolton. J'attendais pas grand-chose de cette formation au début d'année. Je me disais, bon, ils vont gagner en Australie, en Nouvelle-Zélande. En dehors de ces territoires-là, ça peut peut-être être compliqué, surtout avec un effectif qui était quand même très néo-zélandais, australien. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait peu de coureurs étrangers, des coureurs étrangers qui n'étaient pas passés dans des formations World Tour, ni Pro Series pour la plupart. Donc je me disais, ça va peut-être être compliqué pour cette équipe-là pour obtenir des résultats. Bah, je trouve qu'ils ont obtenu des très bons résultats. La Route Tourangelle, le Grand Prix Serrani, également pour James Fouché. Et puis des places d'honneur, notamment Mark Stewart sur le GP Industria et Artigianato. Logan Curry également sur les 4 jours de Dunkerque. Aaron Gates sur la Great Cadel Evans Ocean Road Race. Donc il y a eu quand même des résultats, même si c'est vrai, il faut bien le dire, que moi j'aurais voulu que cette équipe-là poursuive l'aventure en Pro Series l'année prochaine pour voir ce que ça aurait donné sur 2-3 ans, et le fait qu'elle s'arrête, je trouve ça un peu triste. Ça montre aussi toute la difficulté de médiatiser un projet comme celui-là,
qui est en dehors de la Nouvelle-Zélande avec les soucis de décalage horaire. C'est vrai que pour les Néo-Zélandais, les courses européennes, bah, c'est à des horaires à la con, hein. Ça doit être 4h, 5h du mat, parce que vu les décalages horaires, pour les arrivées de courses, c'est peut-être 7-8 heures, mais c'est voilà, des horaires un petit peu difficiles. Et c'est là où on voit toute la difficulté de médiatiser un sport comme le cyclisme sur d'autres territoires. On le voit aux États-Unis avec beaucoup de courses qui ont disparu, hein. On devrait retrouver des courses un petit peu, notamment une course à New York. Mais on voit que c'est pas simple, parce qu'on a perdu pas mal de courses. On voit que c'est compliqué aussi en Asie, parce que jusqu'à maintenant, on a des courses, mais on n'a pas de coureurs, énormément de coureurs asiatiques. On a quelques coureurs japonais, mais même on en a eu plus, peut-être même il y a 10 ans. Les coureurs chinois, on n'en a plus dans les grosses structures. Donc on voit que c'est la difficulté quand même du cyclisme à essayer de s'imposer en dehors de l'Europe, même si le terreau principal du cyclisme, c'est l'Europe. Et l'Europe occidentale en plus. Donc c'est ça qui n'est pas évident. Mais c'est triste voilà, que cette équipe-là s'arrête parce qu'il y avait, enfin s'arrête en Pro Series parce que pour moi il y avait vraiment des bonnes choses à tenter. Et puis c'était quand même un projet qui était intéressant parce que c'est un projet qui avait dominé en continental. Je sais plus, ils avaient eu en 2022 16 ou 17 victoires en continental. Donc c'est vrai il fallait passer la vitesse supérieure. Sauf que bah voilà, hein, la vitesse supérieure, c'était pas forcément évident. C'est ça qui est un petit peu dommageable. Alors, je sais pas si tout le monde a retrouvé un contrat pour Bolton. Ouais, il y a encore pas mal de coureurs qui n'ont pas de contrat, hein. Pour l'année prochaine. Je vois notamment un James Fouché. Heureusement, Logan Curry rejoint l'auto. Mark Stewart Aquaratech, Tozon Q36. Mais c'est vrai qu'il y a encore pas mal de coureurs qui sont sans contrat. Et ça, c'est un petit peu dommageable parce que voilà, l'équipe était intéressante. Après, bon, voilà, il faut les moyens derrière et c'est pas toujours évident. On passe tout de suite aux équipes au top. On passe au top, aux vainqueurs, on va dire, des meilleures équipes, des équipes qui ont fait les meilleures saisons cette année 2023. Je commence avec la Jumbo-Visma. Que dire, on gagne les 3 grands tours. Bon, bah déjà, on a un peu, voilà, un peu tué le game, comme disent les Jones. C'est un petit peu compliqué de faire mieux que ça, hein. Alors oui, ça aurait été bien de faire. Ce qui aurait été encore mieux, c'est de gagner les 3 grands tours, remporter les 5 monuments. Voilà, après, ils en ont laissé un petit peu aux autres. Bah, ils ont laissé un petit peu à Van Der Poel, mais à Pogacar, mais la Jumbo-Visma, quand tu regardes la saison, il y a plus de 60 victoires sur l'année, hein, aussi, il faut le prendre en compte. Après derrière, tu gagnes les 3 grands tours avec 3 coureurs différents. Et puis, tu domines sur le Tour de Grande-Bretagne aussi, hein, avec Olaf Koy et Van Aert. Qu'est-ce que tu gagnes d'autre également de très intéressant? Le Dauphiné, tu gagnes également 3 étapes sur les 4 jours de Dunkerque, le Tour du Pays Basque, à travers la Flandre, le Grand Prix E3, Tirreno Adriatico, le Etniesblatt, Grand Camino, une étape sur le Down Under, enfin... C'est impressionnant quand même la saison. Quand tu regardes, il y a 69 victoires pour la Jumbo. Ça va être marrant l'année prochaine quand je vais faire le retour sur toutes les victoires de l'année de cette formation. Il va falloir que je prenne une grande respiration. Mais du côté de la Jumbo, ouais, c'est compliqué de faire mieux. C'est compliqué de faire mieux. En même temps, regarde l'effectif quand même. C'est-à-dire que, et à un moment donné, s'ils s'étaient plantés avec cet effectif-là, ça aurait été un flop. S'ils avaient gagné aucun des 3 grands tours et qu'ils n'avaient pas fini dans le top 10 de la moitié des courses de la saison, ça aurait été compliqué. Mais c'est la force de cette formation, c'est de réussir à faire cohabiter autant de leaders ensemble sans qu'il y ait trop de problèmes. Parce que sur la dernière Vuelta, Roglic et Vingegaard ont quand même laissé la victoire à Sepp Kuss sur la fin de course. Ce qui, dans d'autres formations, aura peut-être été très compliqué. Du côté de la Boransgrohe, par exemple, où il y a eu le problème de gestion de leader. Si Ayuto Brook et Vlasov s'étaient retrouvés dans la même situation, est-ce que Vlasov aurait laissé Ayuto Brook gagner ?
Je ne pense pas. Donc c'est la force de Jumbo, c'est du côté du management, de toujours avoir réussi à ce que les équipiers trouvent quand même leur place sur d'autres courses que les grands tours, mais ce qu'ils avaient fait avec Laporte, ils l'ont fait parfois avec d'autres coureurs. C'est de réussir aussi à ménager un petit peu la chèvre et le chou jusqu'à maintenant entre les différents leaders. Que ça soit Laporte, Van Aert, que ça soit également Olaf Koy, Van Aert du côté des sprints, que ça soit aussi donc Kuss, Roglic et Vingegaard. Donc c'est vraiment la force de sa structure. Ils arrivent vraiment à donner du temps à tout le monde. Même à Nathan Van Hooydonck, voilà, qui a eu de temps en temps sa chance. Voilà, c'est une structure qui fait du bon boulot de ce côté-là. Et puis, toujours cette formation aussi, on revient, mais c'est avec Jumbo, ils ont vraiment des gros talents en ce moment qui sont en train d'éclore, ou qui ont déjà éclos, mais on peut penser à Perstrand Hagenes, Ashton Mittet également. Olaf Koy qui a un produit également qu'ils ont recruté très jeune. Vingegaard, qui est aussi un coureur qu'ils ont recruté à un moment où il était extrêmement jeune. Et c'est toujours une équipe qui arrive à faire du bon boulot. Là, je vois en plus qu'en fin de saison, vous avez même du Milan Vader sur le Great Tour of Guernsey. Il y a quand même vraiment une structure qui arrive à faire du bon boulot. Parce que Jumbo aussi avait déjà réussi à faire ça dans d'autres disciplines. Mais c'est vrai que quand tu vois les résultats de l'Auto-NL, donc 2015, et les résultats aujourd'hui de cette structure, tu te dis c'est le jour et la nuit, sauf que il y a eu quand même pas mal de changements. Ils ont trouvé aussi les top coureurs, mais il y a eu pas mal de turnover dans cette équipe. Alors on verra comment ça va se passer l'année prochaine avec le départ de Roglic et puis ce nouveau nom d'équipe, donc Visma Lease a Bike, qui sera donc le nouveau nom en 2024 jusqu'en 2028, normalement, 5 ans de contrat. On va voir comment ils vont y arriver. On va voir aussi comment on arrivera toujours à gérer les différentes... les différents leaders, parce que vous avez Jorgensen, vous avez potentiellement Uitobruk. Pour l'instant, on ne sait pas trop, mais potentiellement il va arriver. Il y a eu quand même donc le départ de Roglic, mais également le départ à la retraite de Juan Denis et de Jos van Enden, le départ également de Samoumen, de Riz Leimreise, donc, et puis le départ à la retraite de Van Hooydonck. Donc on va voir ce que ça va donner dans les différentes équipes, que ce soit l'équipe des classiques ou l'équipe de la montagne. Jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Donc, je ne sais pas pourquoi ça changerait, j'ai envie de dire. Après, réussir à gagner les 3 grands tours l'année prochaine, ça va peut-être être compliqué, surtout qu'il y a un certain Pogacar qui va peut-être pas se laisser faire et qui va vouloir également retourner au combat et aller rechercher des grosses victoires sur les courses par étapes. Donc, ça va peut-être pas être si facile que ça. Et puis, avec Roglic qui est maintenant dans le camp adverse, ça va pas être évident non plus. On poursuit avec la Bahrain Victorious. J'ai souvent critiqué la structure Bahreïni. Je sais pas si on dit Bahreïni. La structure de Bahreïn. Comme ça, on va pas avoir de problème. Parce que c'est une structure qui avait souvent qui met de l'argent sur la table depuis son arrivée. L'arrivée, c'est 2017, je dirais, Bahreïn. Oui, voilà, 2017. Ils ont toujours mis énormément d'argent. Mais jusqu'à maintenant, l'argent... il débouchait pas toujours sur des résultats. Alors, il y avait eu la grande saison 2021, c'est-à-dire que la saison, elle avait commencé à partir du Giro, si on se souvient bien, où il y avait eu l'abandon de Landa au bout de la 4e étape, et ensuite, il y avait eu la victoire de Gino Meder, et derrière, l'enchaînement des résultats avec notamment Sonny Colbrelli. Sauf qu'en 2022, les résultats avaient été beaucoup plus compliqués, parce qu'ils avaient déjà eu la situation avec Sonny Colbrelli qui avait un peu choqué certains membres de l'équipe avec son malaise cardiaque à l'arrivée de l'étape. C'était du Tour de Catalogne, de la première étape du Tour de Catalogne, donc ça c'était pas forcément évident. Là, on voit que ils ont réussi à bien se remettre quand même, ce qui n'était pas évident de la mort de Gino Meder, parce que
ça aurait pu vraiment complètement anéantir l'équipe et complètement arrêter en termes de résultats cette formation. Sauf qu'en fait, ça leur a donné une nouvelle source de motivation, ce qui a changé la donne du côté de cette équipe, parce qu'on voit qu'à partir de la mort de Gino Mäder, donc la mort de Gino Mäder, c'est sur le Tour de Suisse. Donc ça doit arriver, c'est juste après le Giro, ça arrive même avant le Tour de Slovénie. À ce moment-là de l'année, ils ont 5 victoires. Donc les 2 victoires sur le Giro avec Buitrago et Milan, le Saudi Tour, une étape avec Milan, et puis Pello Bilbao et Bauhaus sur le Down Under. Donc c'était pas exceptionnel, loin de là, du côté de la Bahreïn Victorious. Sauf que après la mort de Gino Mäder, tu as enchaîné 14 victoires. Et oui, Tour de Slovénie, étape 5, les championnats nationaux Grande-Bretagne, Serbie, Croatie, 3 étapes sur le Tour de France, une étape également sur la Vuelta, une étape sur la Crow Race également pour Mohoric en costaud. Ça a changé la donne, ça leur a donné un surplus de motivation dans la structure qui a engendré en fait presque un effet, ça a engendré au niveau des victoires, presque une dynamique positive, ce qui est, je pense, un bel hommage à Gino Mäder. C'est un bel hommage aux coureurs suisses. Il y aura même un hommage il y a un hommage même sur le maillot de l'année prochaine à Gino Mäder. Je ne sais plus si c'est devant ou derrière sur le maillot qui a changé de couleur. Ce qui fait qu'on va avoir du mal à voir la différence même avec DSM. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir cette dynamique qui s'est enclenchée dans ce moment qui a été dramatique pour eux. Eh bien, ils ont réussi à s'en servir. Et il faut saluer donc le travail également du management, du staff, de réussir à motiver les troupes, mais aussi les coureurs, même entre eux, qui ont réussi à faire ça. Donc ça, c'est vraiment très solide et très intéressant. Et je voulais le saluer. Et puis en termes de résultats, sur les 3 grands tours, tu as Caruso qui fait 4 du Giro, 6 du Tour de France, 5 de la Vuelta avec Landa, là aussi 3 coureurs différents, 3 top 10. Donc ça c'est très très fort. Avec un Bilbao qui a pris de la caisse, avec un Mohoric qu'on a aussi pas mal retrouvé, notamment victoire sur le Tour de Pologne, mais on l'a vu également sur sa victoire sur le Tour de France, et vraiment des résultats qui étaient très intéressants. Landa qui est toujours là, notamment avec sa 3e place sur Affeljollen, sa 5e place sur le Tour d'Espagne et la 2e sur le Tour du Pays Basque. Et puis Bilbao qui a enchaîné les résultats. Buitrago également, 3e de Liège-Bastogne-Liège, c'était très intéressant. Donc ouais, non, il y a eu des bonnes choses. Je dirais que la déception pour moi, c'est Jack Haig, qui est la déception de cette équipe. Voilà, même Bauhaus, on en a parlé sur le Tour de France, ça a été pas mal. Milan, bien entendu, aussi. Pasqualone qui a fait un gros travail d'équipier. Pour moi, voilà, la grosse déception, c'est Jack Haig, parce qu'il a quand même maintenant trop de temps, et bon, j'ai été très confiant pour lui dans l'avenir, et je suis beaucoup moins confiant aujourd'hui pour lui. Donc ouais, c'est un petit peu dommageable pour ce coureur-là. Une équipe qui, en plus, alors forme pas aussi bien que d'autres structures, parce qu'il passe encore par une équipe continentale qui est le Team Friuli ASD, qui est, je suis pas sûr que ce soit la meilleure technique, avec notamment le frère de Jonathan Milan qui est dans cette structure. Mais oui, je trouve que ça travaille bien en ce moment chez DSM, ça travaille mieux. Alors il va falloir voir maintenant si ça va poursuivre dans le temps, parce qu'après 2021, je me disais ça y est, ils sont enfin lancés, et puis 2022, c'était redescendu un petit peu comme un soufflé au fromage. Là, j'espère que cette dynamique va perdurer en 2024, en 2025, dans les années futures, parce que normalement, c'est une équipe qui devrait avoir ces résultats-là en temps normal, parce que vu, là encore, les moyens de Bahreïn, normalement, tu dois être dans le top 5 des meilleures équipes du monde. Or, ils étaient parfois 5e, mais bien distancés par les 4 premiers. Donc là, l'écart là, a l'air de s'être réduit. Bon, on continue avec UAE.
UAE, bah, c'est un peu comme Jumbo, hein, c'est du lourd. Certes, on n'a pas gagné sur les 3 grands tours, ce qui pourrait être la déception de l'année. 57 victoires sur la saison. Donc voilà, notamment grâce à Tadej Pogacar. Mais pas que. Il y a eu aussi du Marc Hirschi, il y a eu aussi du Juan Ayuso, il y a eu aussi du Molano, par exemple. Du Jevine également. Dans les très très bons résultats. Moi, je trouve que du côté de UAE, bah, on est resté un peu dans la même structure que les années précédentes, avec certes un top leader qui est Pogacar, mais on voit que derrière, bah, on n'a pas seulement utilisé Pogacar. Là aussi, en termes de résultats, on aurait pu s'écrouler parce que quand Pogacar tombe sur Liège, tu te dis pendant 2 mois il va être indisponible. Est-ce que l'équipe va pas complètement se planter? Bah sauf que non, parce que y a Adam Yates qui à ce moment-là fait un très bon Dauphiné, qui va faire un très bon Tour de France également. Parce que tu as également Joao Almeida qui va faire un très bon Giro. C'est vrai que le Giro d'Almeida est, je trouve, très intéressant. C'est dommage, ça a fini presque une chouille, un autre boudin, parce que sur la fin, il a un peu du mal. Mais je trouve que sur 2 semaines et demie, c'était très très bien le Giro d'Almeida. Et tu vois que dans cette structure, bah, il n'y a pas que Pogacar. C'est vrai qu'on résume souvent UAE à Pogacar et puis les autres derrière. Sauf que bah, quand tu regardes l'équipe, c'est quand même du lourd un peu partout. C'est-à-dire que tu as Pogacar, tu as Adam Yates, tu as Ayuso, tu as Molano, tu as Almeida, tu as Brandon McNulty, qui y a d'autres Marc Hirschi, je ne sais plus si je l'ai déjà dit. Formolo, même si cette année ça a été un peu moins bon pour lui. Michael Berg également. Donc il n'y a pas que Pogacar. Par contre, je trouve que dans cette équipe, ça serait le petit point noir sur ce top. Je trouve qu'il y a quand même des coureurs qui sont passés à côté. Je pense à Covey cette année, qu'on n'a quasiment pas vu. Formolo, c'était moins bien. Langen, pas vu à quoi trop à quoi il servait énormément. Trentin, il y a eu du bon et du moins bon, un petit peu comme Diego Ulissi. Mais voilà, je trouve qu'il y a quelques coureurs comme ça qui sont un petit peu passés à côté, mais quand tu vois aussi la qualité des équipiers, hein, c'est du solide. C'est souvent l'équipe qui est, par exemple sur le dernier Tour de France, UAE, techniquement sur le papier, c'était largement plus solide que Jumbo. Donc c'est voilà une très très belle structure, je trouve, UAE. En termes de résultats, bien entendu, en termes d'autres choses, c'est un petit peu plus compliqué parce que bah oui, dans cette équipe, il y a quand même pas mal de mecs qui ont un passé trouble avec le dopage du côté du staff. Bon, il y a quand même pas mal de mecs dans l'effectif de UAE au niveau du staff. Qui, bah oui, hein, ont eu un passé avec le dopage, soit parce qu'ils sont passés dans des équipes où on pratiquait le dopage, soit parce qu'ils sont voilà, passés dans des structures où il y avait parfois des situations un petit peu troubles. Donc c'est ça qui est dommageable du côté de cette équipe, mais j'ai envie de dire que c'est le cas dans pas mal de structures aujourd'hui, où vous avez des mecs qui ont été plus ou moins proches dans des équipes où il y a eu du dopage, ou parfois qui ont touché au dopage. Ça, c'est pas seulement lié à UAE. On passe à EF. Et bah presque le jour et la nuit par rapport à 2022 du côté de EF. 2022 avait été très compliqué. Moi, j'avais trouvé les résultats extrêmement décevants du côté de EF. C'était, je crois, l'une de mes déceptions l'année dernière de l'année. J'avais trouvé vraiment que c'était pas top. J'avais dit, il va falloir redresser la barre. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait, alors que pourtant, leur top leader, qui devait être Richard Carapace, a été peu visible, parce que pas mal de pépins physiques. Bah, sauf que tu as eu Benelli, tu as eu Nelson Poles. Ça, c'est déjà de bonnes satisfactions. Autre satisfaction, c'est quand même Simon Kerr qui est peut-être arrivé au niveau auquel on l'attendait. Et puis après, derrière,
quand on regarde quand même dans cette structure. Tu as Magnus Cort Nielsen qui est toujours là. Tu as Bettiol qui gagne toujours quelques résultats dans l'année, même si c'est pas suffisamment régulier. Qui on a d'autres? On a Cepeda aussi, on avait oublié Cepeda, mais quand même vainqueur du Tour de Langkawi, d'une étape, oui, sur le... Non, il n'a pas gagné sur le Tour de Langkawi, pardon. Cepeda, il a gagné sur le Tour de l'Ain, je vais y arriver, mais qu'on a vu également sur le Giro, et puis oui, du Benelli. Benelli, ça a été très solide. Vandenberg aussi. Marine Vandenberg, qui avait gagné une course en tout début de saison sur les trophées de Palma de Majorque. Mais non, il y a eu vraiment une grande année du côté du F. De toute manière, ils finissent 11e au classement UCI, ce qui est bien mieux que les années précédentes, parce que voilà, ils ont enchaîné les résultats. Et pourtant, encore une fois, tu as des top dealers. Hugh Carty, ça n'a pas été dingue. Bissegger, ça n'a pas été dingue. Carapace, c'était pas très suffisant. Donc là, ça va être intéressant pour l'année prochaine. Et puis bon, ils ont quand même fait un recrutement intéressant, avec certes Rui Costa, mais pas mal de jeunes coureurs. Le retour également de Michael Valgren, mais pas mal de coureurs jeunes. Donc on va voir ce que ça va donner avec, avec notamment le fils Bellocchi. Il y a pas mal vraiment de très jeunes coureurs là, qui vont arriver dans cette structure l'année prochaine. Et c'est dommage, bon voilà, ils perdent Magnus Cort. Nielsen, ils perdent également Caicedo, qui rejoint une équipe qui veut monter en deuxième division. Donc ça, voilà, c'est une petite déception, on va dire, dans cette structure. Je termine avec la Groupama, qui est la dernière équipe au top. La Groupama, ces dernières années, on est rarement déçu avec la Groupama. Il y a toujours des mecs qui arrivent à se montrer. J'avais un peu peur en début de saison, la Groupama, pour tout vous dire, parce que je me disais, avec l'arrivée de tous ces jeunes coureurs, je me disais, est-ce qu'ils vont bien réussir en voir le tour? Est-ce qu'ils vont réussir à marquer des points? Je me disais, quand tu as du Paul Penouet, Germany, Grégoire, Martinez, même un Lewis Husky, il y avait énormément de jeunes coureurs, et je me disais, qui dit jeune coureur dit inexpérimenté, qui dit manque d'expérience dit potentiellement erreur possible, que ça soit en termes de stratégie de course, mais également en programmation de saison, et en plein de situations. Eh bien, je trouve que les jeunes coureurs de cette équipe s'en sont extrêmement bien sortis. Martinez fait quand même maillot rouge porte le maillot rouge sur la dernière Vuelta. Paul Penouet remporte la Coupe de France. Romain Grégoire remporte 2 courses par étape. Donc les 4 jours de Dunkerque et le Tour du Limousin. Donc ils ont réussi à vraiment aligner les très très bons résultats. Même Arnaud Démare a gagné au final chez Groupama, même Storer a gagné. Sur les 3 grands tours, alors certes, ça n'a peut-être pas marqué autant de points que dans d'autres structures, mais ils font quand même 5e du dernier Tour d'Italie avec Thibaut Pinot, 9e du dernier Tour de France avec David Gaudu, port du maillot rose pour Bruno Armirail qui doit faire 16 ou 17 du dernier Giro, port du maillot rouge pour Lenny Martinez qui lui finit un petit peu plus loin sur la Vuelta, vainqueur de la Bretagne classique pour Valentin Madouas également, David Gaudu qui fait 2 de Paris-Nice, donc ça c'était très intéressant, Valentin Madouas qui fait 2 d'Estrade Bianche, et aussi les leaders n'ont pas craqué, c'est-à-dire que les jeunes ont été présents, les leaders ont été présents aussi, je pense à Stephen Kung, je pense à Thibaut Pinot. Bon, peut-être la déception, c'est David Gaudu sur le Tour de France, mais même, il marque quand même des points. David Gaudu, il fait quand même top 10. C'est vrai qu'on s'attendait à mieux, mais il fait quand même top 10. Et la saison de David Gaudu n'est pas catastrophique non plus. Loin de là. Donc, non, c'est intéressant ce qu'a fait cette formation. Moi, j'avais peur aussi du côté du sprint avec le départ d'Arnaud Démare, mais Paul Penouet a réussi à très bien rectifier le tir. Donc, non. C'est très intéressant pour la suite et l'année prochaine, ça va peut-être marquer encore plus de points avec ces jeunes pépites, mais qui vont commencer à être courtisés quand même du côté de la Groupama. Bon,
Je crois que nous avons fait le tour de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao!